Alors, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter cette étude que nous avons réalisée pour la FEP, que Jean-Marc vous a présentée tout à l'heure, donc qui est l'Association française des entreprises privées et qui regroupe en fait les plus grands groupes cotés en France. Voilà. Comme ça, ouais, bon, ça va aller, merci. Alors, je vais commencer par vous faire une petite mise en contexte de cette étude et je vous en présenterai les principaux résultats. Et si vous le voulez, on terminera par une séance de questions. Alors, oui, on vous en a déjà beaucoup parlé ce matin. Je vais pas insister. Le changement climatique va entraîner des modifications profondes et durables de notre environnement et des répercussions assez globales sur les activités humaines, et dans une mesure vraiment exceptionnelle. Ce phénomène est évidemment lié à l'accroissement de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui est le fruit de notre consommation d'énergie à plus de 85% composée d'hydrocarbures dans le monde. Alors, lutter contre le changement climatique, c'est donc faire la transition énergétique, et ça va être très compliqué parce que l'énergie est partout dans l'économie, surtout le pétrole, et ça va donc impliquer des changements très profonds dans l'organisation de notre système économique et des investissements colossaux. Alors, les risques qui sont associés au changement climatique, on l'a à nouveau vu ce matin, revêtent un caractère très urgent, très global, très systémique et surtout irréversible. Alors aujourd'hui, ces risques se décomposent en deux catégories. Les risques dits de transition, qui sont engendrés par les processus d'ajustement du système vers un monde de degrés, une économie de degrés. Donc, on fait tout ce qui va changer pour que tout soit viable dans un monde de degrés. Et donc là, il y a une problématique dite d'atténuation du risque. Et la deuxième catégorie, ce sont les risques physiques qui sont associés à tous les bouleversements de l'environnement et qui, donc l'élévation du niveau des mers, l'assèchement de certaines régions, j'en passe, et qui vont bien sûr entraîner aussi là des difficultés à opérer nos systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui. Et là, on est plus dans une problématique d'adaptation. Quoi qu'il arrive, le modèle d'affaires et le revenu de nombreuses entreprises risquent d'être profondément affectés. Et particulièrement certains secteurs, tels que la production d'énergie, les transports, la construction et l'industrie lourde. Et l'agriculture aussi d'ailleurs, que je n'ai pas mentionné ici. Alors, la finance, le secteur financier, lui aussi va être très impacté par ces risques. Parce que sa fonction principale, c'est d'alimenter l'économie réelle, donc les entreprises, d'une manière générale, qui construisent, qui produisent des biens que nous consommons. Donc d'alimenter cette économie réelle en capitaux, moyennant évidemment un petit retour sur investissement. Et donc si l'économie réelle est affectée par capillarité, eh bien, la valeur des placements de nombreux investisseurs va être détériorée, et donc leur capacité à financer aussi. Et donc, vous voyez bien que la spirale infernale est enclenchée, et c'est ça qui est vraiment problématique. Alors, cet état de fait a bien été identifié par un acteur, et non des moindres, qui est McCarney, le directeur, le président de la Banque d'Angleterre, donc la plus vieille banque centrale du monde, et qui, un peu avant la COP 21, s'est présenté devant un parterre d'assureurs médusés et leur a dit et leur a en fait expliqué la menace que le changement climatique faisait peser sur la stabilité du système financier mondial. Et il a notamment évoqué un très gros problème qu'on va retrouver par la suite, c'est ce qu'on appelle la tragédie des horizons. C'est-à-dire le décalage qu'il y a entre l'horizon de gestion d'un actif, d'un investissement, et l'horizon d'occurrence du changement climatique. En d'autres termes, aujourd'hui, la finance, elle regarde à 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans, un peu plus parfois dans certains cas, et le changement climatique, c'est dans 30 ans. Enfin, sa manifestation effective, en tout cas, ça sera sans doute un peu plus tard.
Voilà, donc il est absolument essentiel aujourd'hui de mobiliser la finance afin d'orienter les investissements sur des projets qui sont en phase avec les impératifs climatiques et bien sûr pour modérer les risques associés. Alors c'est là que la problématique de la notation intervient. Aujourd'hui, une entreprise, pour financer son activité, je simplifie beaucoup, elle a généralement recours à l'émission de dette. Donc, c'est-à-dire, soit elle va contracter un crédit auprès d'une banque, et donc dans ce cas-là, on parle d'un financement intermédiaire, soit elle va émettre une obligation sur le marché qui sera achetée par un investisseur et qui lui-même sera rémunéré. Et là, on parle de financement des intermédiaires. Donc aujourd'hui, la tendance, c'est quand même le financement des intermédiaires, en tout cas pour les grands groupes et les très grosses entreprises. Donc voici un peu la tendance. Alors, en tout cas, dans les deux cas, que ce soit un endettement auprès d'une banque ou un endettement auprès des marchés, il y a toujours une analyse de crédit qui est réalisée afin de s'assurer que celui qui s'endette est capable de rembourser sa dette à échéance donnée. Et donc ça revient à évaluer tous les risques qui vont pouvoir, dans cette échéance, affecter sa capacité à rembourser. Et alors, lorsqu'une entreprise émet des obligations sur le marché, eh bien, les acteurs du marché, ils vont faire confiance à ce qu'on appelle des agences de notation qui sont spécialisées dans l'analyse de risque et qui vont donner, au final, une note à l'obligation. Savoir est-ce que c'est intelligent d'investir là-dessus ou pas, est-ce qu'il y a un risque, oui ou non, voici le taux d'intérêt. En tout cas, l'avis de ces agences joue un très grand rôle dans l'allocation des investissements aujourd'hui. Et Jean-Marc l'avait évoqué tout à l'heure, mais ces agences ne font pas que noter des obligations d'entreprise, elles notent aussi des obligations d'État. Et on se rappelle, évidemment, dans les années 2009-2010, juste après la crise, l'impact et l'émotion qu'avait suscité la dégradation de la note de la France par les deux principales agences que sont Standard & Poor's et Moody's. J'y reviendrai après. Autre aspect assez important, c'est que l'influence méthodologique en matière d'analyse de risque de ces agences est très importante. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Alors, à côté de cette notation qui, encore une fois, est ici assez financière, on a observé depuis les années 2000 l'émergence d'une nouvelle offre de notation, une notation dite extra-financière, c'est-à-dire une notation qui ne prend pas en compte des critères financiers, mais des critères dits ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et ça répond en fait à un besoin d'investisseurs de verdir un peu leur placement. Et donc cette notation-là est réalisée par des acteurs assez particuliers qui sont les agences de notation extra-financières, mais c'est un marché qui s'est beaucoup développé. Et d'ailleurs, l'analyse climat est inclue là-dedans. En tout cas, une notation qui intégrerait l'analyse des risques climat pourrait avoir un impact très significatif sur l'allocation des investissements. Donc voilà pour ces éléments un peu pédagogiques, mais c'est important, je pense, pour bien avoir ce sujet et bien le comprendre. Alors que se passe-t-il aujourd'hui en matière de climat dans la finance ? Les choses s'accélèrent, surtout depuis la COP21, et donc la signature de l'accord de Paris. On a observé une forte mobilisation des entreprises, financières et non financières, à cette occasion. Il y a eu l'introduction du budget carbone, qui a été évoqué ce matin. Le fait que nos émissions de gaz à effet de serre sont du coup limitées si on veut rester en dessous d'un certain réchauffement par rapport évidemment à l'ère pré-industrielle. Il y a eu cette prise de conscience du secteur financier avec le discours de McCartney, le premier en 2015, le deuxième en 2016. Il insiste vraiment. Il y a eu l'article 173 de la loi de transition énergétique en France en 2015 qui demande désormais à toutes les entreprises dont le siège social est en France de communiquer sur la façon dont elles gèrent leurs risques climat, aussi bien les entreprises financières que les entreprises non financières. Donc maintenant, c'est vraiment une obligation. Enfin, c'est du comply or explain. Donc c'est-à-dire qu'il faut soit expliquer comment elles font, soit expliquer pourquoi elles ne le font pas.
En tout cas, c'est une législation de pointe. On est très en avance en France. C'est le seul pays dans lequel il y a une législation à ce sujet. Il y a eu enfin les travaux de la fameuse TCFD. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, ou si cet acronyme barbare vous dit quelque chose. Il s'agit de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosure. C'est un organisme qui a été mis en place par le G20 et qui avait pour mandat de fournir des recommandations, un cadre méthodologique pour le reporting d'informations sur la gestion des risques climat. Donc n'importe quelle entreprise dans le monde devrait pouvoir se référer à ce cadre méthodologique et du coup publier des informations climat utilisables par tout le monde d'une manière homogène, etc. Donc il y a eu un travail très très important qui a été fait, c'est vraiment tout à fait inédit et très intéressant. Et je termine enfin un dernier marqueur qui me semble tout à fait essentiel et qui, surtout en France et plus largement en Europe, c'est vraiment l'action de la Commission sur ce sujet qui a, en mars dernier, proposé un plan d'action très ambitieux pour verdir la finance. Et dans ce plan d'action, le climat, le risque climat, et le risque numéro 1, le plus urgent, qu'il faut traiter d'ici les 2 prochaines années. Donc développer un cadre méthodologique, législatif, réglementaire, pour vraiment avancer sur ce sujet. Et d'ailleurs, à cette occasion, c'est la petite photo que j'ai mise en dessous, le président de la République est intervenu et a rappelé que c'était une priorité pour la France. Alors, maintenant que j'ai dit ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises, d'une manière générale, voient monter la pression sur le climat et sont de plus en plus sollicitées par tout un tas d'acteurs qui leur demandent « mais comment est-ce que vous faites pour faire face à ce risque ?» Moi, ça m'intéresse. Et du coup, il y a un foisonnement d'initiatives, il y a un foisonnement de méthodologies d'analyse des risques. Les entreprises ne savent plus très bien où elles sont. Déjà, c'est un sujet qui est non pas nouveau, mais du moins c'est assez nouveau qu'on leur pose des questions. Et du coup, il y a de nouvelles normes d'analyse et d'évaluation qui apparaissent et elles sont un peu perdues, il faut bien le dire. Elles ne savent pas très bien si toutes les méthodologies sont pertinentes, si elles sont bien robustes, si elles sont suffisamment, si elles ont été suffisamment, comment dirais-je, étayées. Bref, elles s'interrogent énormément sur tous ces acteurs, sur toutes ces méthodologies, et elles ont eu envie d'y voir plus clair. Et c'est de là qu'est venu ce rapprochement entre la FEP et le SHIFT. Le SHIFT qui, par nature, comment dirais-je, est une association d'entreprises, donc, et vise à leur proposer des solutions. Donc, finalement, le rapprochement était assez naturel, et c'est de là qu'est née cette étude, selon 2 axes, 2 objectifs: donner aux entreprises des éléments qui leur permettront d'avoir une lecture plus claire de cet environnement, et ensuite produire une analyse assez détaillée des grands acteurs qui interviennent dans l'analyse du risque climat. Alors, on a travaillé assez fort avec Michel Lepetit notamment, qui n'est pas là aujourd'hui, mais aussi avec Laurent Morel, qui n'est pas là, donc je suis un peu le représentant. On a travaillé très très fort et on a été à la rencontre donc, des entreprises de la FEP pour recueillir un peu leurs doléances, voir avec elles ce qui allait, ce qui n'allait pas, comment est-ce qu'elles percevaient le sujet, vraiment prendre le pouls un peu de climatique auprès des entreprises. Dans un deuxième temps, on a été voir 2 types d'acteurs à partir justement de ces éléments, que sont les agences de notation financière et extra-financière, mais aussi d'autres acteurs que j'aurai l'occasion de vous présenter par la suite. Et enfin, nous avons été voir le régulateur, celui qui fixe les règles, qui a un rôle très important aussi. Et pour le moment, en matière de climat, c'est encore un peu léger. Bref, j'avance sur les principaux résultats de cette étude. Alors voici la cartographie que nous avons établie et l'ensemble des acteurs que nous avons rencontrés. Il y a tout d'abord les agences de notation financière, il y a aussi les fournisseurs d'indices
qui sont les instruments financiers très très utilisés en ce moment. Donc là, il y a les 3 principaux fournisseurs. Il y a les agences de notation extra-financières, donc les principales agences qui opèrent sur la place européenne. Il y a les fournisseurs de données, données carbone, hein, c'est les informations climat, tout ça, c'est un peu le sang de l'analyse de risque. On a été voir les banques, on a été voir des commissaires aux comptes, qui sont aussi des acteurs importants. Et enfin, la puissance publique que vous voyez là. Alors, je ne vais pas vous présenter et vous infliger la présentation de chacun de ces acteurs. Ce sera un peu long et fastidieux sans doute. Je vous invite à vous référer au rapport qui a été publié et qui doit être disponible d'ailleurs sur la table là-bas. Je vais me concentrer sur les 3 principaux, enfin les acteurs qui sont, à mon sens, les plus importants pour ce sujet aujourd'hui. Alors commençons par les fameuses agences de notation financière, Standard & Poor's et Moody's, donc qui se partagent le marché à plus de 80% dans le monde. Donc il y a 2 agences aujourd'hui qui font 80% de la notation d'obligations dans le monde. Il faut quand même le savoir. Il y a Fitch aussi, mais Fitch c'est plus petit, ça fait que 10% et ils ne sont pas très actifs sur la question du climat. Et ensuite, il y a une kyrielle d'agences de notation qui essayent de vivoter, mais en tout cas, le marché est vraiment dominé par ces 2 acteurs. Alors, ces 2 acteurs se payent donc en fournissant des services de notation. C'est un service qui est très profitable et élément important à avoir en tête, c'est que c'est l'émetteur de dette, donc en l'occurrence dans notre cas l'entreprise, qui paye l'agence de notation, et non pas l'investisseur. C'est l'entreprise qui paye pour avoir cette notation. Alors, ces agences, depuis 2008, depuis la crise, et on se rappelle le rôle qu'elles ont joué dans cette, puisqu'elles n'ont pas vu venir en l'occurrence la crise. Et elles ont joué un rôle dans les subprimes qui est du moins très discutable. En tout cas, depuis 2008, elles sont régulées par un organisme européen qui s'appelle l'ESMA. Donc c'est le European Securities and Market Authority. C'est l'équivalent de l'AMF français, un peu plus local. Donc il vient définir, si vous voulez, un métacadre des méthodologies qui définit un peu ce que chacune des méthodologies d'analyse de risque, crédit, doit contenir ou ne doit pas contenir. Donc en fait, il y a quand même une régulation, on les observe beaucoup. Alors il faut savoir que toute analyse de risque, réalisée par ces agences, prend en compte à la fois des critères financiers, donc comptables, les ratios dette, equity, etc., mais aussi des facteurs non financiers, typiquement l'analyse de la concurrence, le positionnement, des choses comme ça, dès lors que ceux-ci sont jugés pertinents et significatifs, à l'horizon d'analyse, évidemment. Donc à ce titre, ces agences sont bien identifiées la potentielle matérialité, la pertinence du risque climat, et elles ont pris une part assez active dans les différentes initiatives gouvernementales. Donc la TCFD typiquement, elles ont pris la part active à ces travaux. Elles se sont beaucoup impliquées. Les agences de notation extra-financière maintenant. Là, je vous fais une présentation, on viendra aux conclusions, aux résultats juste après. Deuxième acteur dont je vous parlais, qui produit de la notation aujourd'hui. Alors ça, ce sont des acteurs qui sont beaucoup plus petits. Alors oui, Standard & Poor's et Moody's, les deux, c'est à peu près 2 milliards de dollars de résultats nets. C'est quand même très très lourd. Ça, c'est des acteurs ce sont des acteurs qui sont beaucoup plus petits. C'est quelques dizaines de millions de résultats, et encore. Et ils appartiennent à un marché qui s'est beaucoup, qui est toujours en mouvement en fait, qui s'est beaucoup concentré, qui s'est beaucoup spécialisé, et tout ça est toujours en cours. D'ailleurs, un de ces acteurs, OECOM, vient de se faire racheter par un acteur qui est encore plus gros, que je n'ai pas indiqué là, parce que là, je crois que c'est pas encore tout à fait verrouillé, mais tout ça pour vous dire que c'est un marché qui est encore assez incertain, qui est encore vraiment en développement. Ce développement répond en fait à la demande des investisseurs qui ont envie, en fait, si vous voulez, d'estimer
d'estimer le caractère pro-environnement ou pro-climat, dans le meilleur des cas, de leur placement. Et donc, en fait, leur fonctionnement, à la différence des agences de notation financière, est un peu différent dans la mesure où c'est l'investisseur qui paye pour la notation et pas l'entreprise qui paye pour avoir cette notation. Donc c'est vraiment très important d'avoir ça en tête parce qu'il se trouve, je vous fais un petit spoiler, c'est que les investisseurs n'ont pas vraiment envie de payer très très cher pour avoir cette notation. Donc c'est d'ailleurs un petit problème. Voilà. En tout cas, l'analyse de ces acteurs se fonde sur les critères environnementaux, je l'ai déjà dit. Ils ont des revenus bien plus faibles. Et point important aussi, c'est qu'ils ne sont pas régulés aujourd'hui par une quelconque tutelle. C'est-à-dire qu'ils peuvent bien choisir la méthodologie qu'ils veulent, avec les critères qu'ils veulent. Et au final, personne ne vient regarder la solidité, la pertinence. Il n'y a rien qui définit, qui oblige, qui contraint ces organismes. Troisième acteur extrêmement important donc dans l'analyse du risque climat, ce sont les fournisseurs de données. Alors ces gens-là, en fait, n'offrent pas de services de notation. Ils font commerce de données, c'est-à-dire qu'ils vendent des données carbone, typiquement. Donc les données carbone sont les émissions de gaz à effet de serre. Ils vendent du bilan carbone. Très bien. Alors, ces données carbone, d'où elles viennent? Ce sont les entreprises qui les calculent, parfois. Et parfois, elles ne le font pas. Et il y a une très très grande hétérogénéité dans certains secteurs et dans certaines zones géographiques. Et donc quand il n'y a pas de données carbone, il faut bien les calculer, il faut bien les mesurer, il faut bien les estimer. Et donc en fait c'est là qu'est leur véritable valeur ajoutée, c'est qu'ils offrent en fait à leurs utilisateurs des données relativement, enfin ou du moins voulues, homogènes. Alors les modèles varient énormément, notamment donc sur la méthode qui est utilisée, mais aussi sur les données d'entrée. Certains utilisent les données carbone déjà publiées par les entreprises, certaines font du recalcul complet, c'est-à-dire vraiment des données physiques de production et d'activité de l'entreprise, et à partir d'expériences, de ratios, etc., reconstruisent les émissions de gaz à effet de serre. Il y a tout un tas de méthodes. Et qui se valent toutes plus ou moins l'une que l'autre. En tout cas, je le disais, ces données visent à compenser le défaut de fiabilité ou l'absence ou l'hétérogénéité de ces données carbone primaires qui devraient être calculées par les entreprises. Donc voilà pour ces trois acteurs de l'analyse de risque. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'état des lieux de l'analyse du risque climat? Alors, j'ai découpé ça en trois constats qui me semblent bien refléter les conclusions de cette étude. C'est que le premier constat, c'est donc que la prise en compte du critère climat dans l'analyse de risque, c'est encore très, très limité. Alors, pour les agences de notation financière, l'intégration est très lente, très poussive, et grosso modo, ça compte pas beaucoup. Hein. C'est pas ce qui va faire changer votre note c'est pas ce qui va faire changer la note d'une entreprise au final. Et si jamais le critère climat est pris en compte dans l'analyse, c'est uniquement dans sa dimension réglementaire. C'est-à-dire que si un pays met en place une réglementation contraignante sur les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, l'agence de notation va considérer que ça va pouvoir peut-être un peu entraver, et encore d'une manière très diffuse, les activités de l'entreprise et donc perturber ses revenus et donc potentiellement affecter sa capacité à rembourser sa dette. Mais c'est encore tout à fait marginal. Et le vrai problème, en fait, il vient de ce que j'évoquais au début, c'est la tragédie des horizons. En fait, c'est qu'une dette, une obligation, c'est 5 ans en moyenne. Dans 5 ans, aujourd'hui, les agents de notation, avec la méthode qu'ils utilisent, avec la lorgnette qu'ils ont, ils ne voient pas le risque climat, tout simplement. Ils ne le voient pas.
Alors qu'en est-il de ces agences de notation extra-financières qui, elles, sont quand même plus portées sur des critères donc, non financiers et qui devraient, en toute rigueur, être assez, bien plus avisées et plus affûtées sur cette question du risque? Eh bien, en fait, c'est assez décevant parce que le critère climat, s'il est bien pris en compte, évidemment, il est analysé parmi d'autres critères ESG. D'autres critères environnementaux, d'autres critères sociaux, d'autres critères de gouvernance. Et ils sont analysés selon une approche pondérée des facteurs de risque. Je m'explique. Si vous avez une mauvaise note en climat, grosse empreinte carbone, pas de stratégie, vous ne gérez pas vos risques, enfin du moins vous ne communiquez pas ce sujet, mais qu'à côté de ça, sur certains critères sociaux, l'équité des salaires, j'en sais rien, le faible ratio entre le salaire du patron et le salaire du plus petit employé, si vous avez des très bonnes notes sur d'autres critères, eh bien finalement, la note finale, qui va être rendue et communiquée aux investisseurs, elle va être plutôt dans la moyenne. C'est-à-dire que votre bonne note sur les critères sociaux va être compensée va compenser votre mauvaise note sur... c'est du contrôle continu, si vous voulez, pour prendre une comparaison un peu plus scolaire. Voilà, donc en fait, c'est vraiment un problème parce que du coup, le risque climat qui est fatal, systémique, etc., il est dilué dans une notation qui prend en compte des critères qui le sont beaucoup moins en fait. Et donc ça, c'est vraiment un problème. Par ailleurs, il se trouve que ces agences sont très affectées par le manque de moyens qui est observable dans ce secteur d'activité. C'est vraiment un problème. Les investisseurs ne consentent pas suffisamment de rémunération pour que cette analyse soit bien réalisée. C'est-à-dire, c'est mon deuxième constat, c'est qu'il y a clairement un manque de moyens, aussi bien en expertise qu'en ressources. Et alors que en fait, l'analyse du risque climat, qui est un risque extrêmement complexe, on l'a vu, qui est tellement transverse, tellement systémique, nécessiterait la mobilisation de ressources phénoménales, enfin, en tout cas bien plus importante qu'aujourd'hui. Je veux dire, pour... la quantité de ressources qui est allouée à l'analyse du risque financier d'une entreprise, c'est 1000 fois supérieur, hein, ou même plus que ça, que la ressource affectée à l'analyse du risque climat. Donc vous voyez, il y a vraiment un gros problème de moyens, et ça, évidemment, ça retarde la prise en compte des risques, ça bride la recherche, ça favorise le simplisme, et ça peut générer aussi des problèmes de gouvernance et de confiance, parce que ces acteurs-là, s'ils veulent vivre, il faut bien qu'ils se payent. Et donc, il arrive parfois que certaines agences, notamment extra-financières, en plus de vendre une notation, vendent aussi du conseil aux entreprises et leur disent si vous voulez avoir une bonne note chez nous, regardez comment il faut faire. On va vous conseiller. J'exagère un peu, et c'est jamais dans ces termes que c'est formulé, mais il y a ce genre de risque, c'est latent en fait. Le manque d'argent entraîne ce genre de perception de la part des entreprises, et ça nuit vraiment au dialogue et au progrès de la cause. Troisième et dernier constat, c'est le risque de la simplicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme c'est pas un risque qui est perceptible à l'horizon de temps, à l'horizon de gestion, en fait, il y a un problème, c'est que personne ne veut mettre suffisamment de sous là-dessus. Et que les méthodologies d'analyse aujourd'hui, elles sont assez limitées. On se concentre sur l'empreinte carbone, et encore pas l'empreinte carbone complète, juste l'empreinte carbone qui est liée aux activités de l'entreprise et à sa consommation d'énergie, mais on ne regarde pas le carbone sur toute la chaîne de valeur. Enfin, il y a vraiment un problème, c'est statique, et ça répond vraiment, là, maintenant... ça serait bien qu'on fasse notre bilan carbone. Ok, alors vas-y, tu fais ça, puis ça coûte 10 000 € et terminé. C'est vraiment un problème, en tout cas. Ces analyses, elles sont réductrices et statiques. Alors, si on peut saluer toute progression, aussi infime qu'elle soit, il faut quand même dire que tirer la sonnette d'alarme, c'est qu'on a besoin de plus de moyens et on a besoin de plus de ressources sur ce sujet pour avoir des méthodologies d'analyse robustes et à la hauteur de l'enjeu. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc j'ai été un peu vite sur cette présentation. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je voulais avoir de quoi faire répondre aux questions. Et s'il le faut, rentrer davantage dans le détail pour la présentation de l'un ou de l'autre acteur qui vous intéressera. Je suis... voilà, question. Oui, alors le résumé du rapport sur la table.
le résumé exécutif. Voilà. Et sinon, il y a des rapports aussi. Le rapport est évidemment en ligne. Vous pouvez le consulter. Voilà. Il y a beaucoup de questions, c'est bien ça. Merci.